s'aborde donc cette séquence 3 qui se rapporte à la technique d'hybridation in situ. Alors, hybridation in situ, d'ailleurs, déjà, vous retrouvez le mot in situ exactement comme pour l'immunohistochimie, c'est-à-dire qu'on va détecter dans une coupe de tissu, donc là où le composé est produit, mais au lieu de détecter la protéine, le peptide, on va aller détecter le matériel génétique, les acides nucléiques qui codent pour cette protéine, pour ce peptide. Donc, on parle d'hybridation in situ. Alors, vous sachez bien sûr que en fait, l'ADN, normalement, il est concentré dans le noyau. L'ADN subit la transcription pour donner l'ARN, mais elle est transcrite en ARN messager. L'ARN messager qui quitte le noyau, il devient donc cytoplasmique. Là, il va être traduit en protéines dans le réticulum endoplasmique rugueux. Donc, la technique d'hybridation, en fait, elle va utiliser une séquence d'acides nucléiques, mais une séquence monocaténaire, un seul brin, sachant que l'ADN, c'est un double brin, donc il va falloir dénaturer cet ADN double brin, séparer les deux brins de l'hélice, et après, bien sûr, je vais faire mon hybridation avec une séquence, cette fois-ci en la réassociant avec une séquence synthétique complémentaire que j'aurai synthétisée, qu'on appelle la sonde. Et lorsque je mets en contact la sonde avec la séquence cible, j'aurai le rétablissement, l'hybridation, donc les deux séquences vont s'apparier et j'aurai ce qu'on appelle l'hybridation et le rétablissement d'une molécule double brin qui contient bien sûr la sonde hybridée, c'est-à-dire la séquence synthétique que j'aurais synthétisée et que j'aurais marquée comme les anticorps, on l'a dit pour l'histochimie. Il faut encore un marquage parce que la sonde, les acides nucléiques n'ont pas de couleur. Il faut là aussi avoir recours à des marqueurs. Voilà, donc l'hybridation va me donner une séquence double brin. Alors, l'hybridation fait appel, en termes de principe, l'hybridation ici tu fais appel à deux propriétés de la molécule d'ADN, la possibilité de se dénaturer, c'est-à-dire la possibilité de séparer les deux hélices qui la constituent, et leur tendance, la tendance de ces deux brins à se réassocier lorsqu'ils sont séparés. Donc, lorsqu'ils sont séparés et que je mets en contact de chaque séquence en complémentaire, eh bien, elle va se réassocier. La dénaturation, bien entendu, permet d'obtenir des molécules simples brins qui peuvent, comme je viens de vous le décrire, se réassocier une fois replacées dans des conditions physiologiques. Alors, cette hybridation in situ, en fait, elle a des variantes, des variantes, oui, c'est ça. Donc, comme ce qu'on appelle le Southern blot et le Northern blot. Alors, en fait, la différence entre ces trois techniques, c'est juste l'hybridation in situ, elle se fait sur coupe tissulaire, alors que les Southern et Northern blot se font sur des broyats tissulaires, comme le Western blot. Donc, l'hybridation in situ, comme ces techniques-là, repose sur l'hybridation. L'hybridation, c'est quoi? Ça veut dire appariement, apparier. L'appariement d'une molécule simple de grain d'ADN ou d'ARN, donc qu'on appelle une sonde, c'est-à-dire une séquence qu'on aura synthétisée, sans hybridation avec une séquence complémentaire dénaturée d'une préparation cytologique. Donc, on peut hybrider soit avec des chromosomes directement et des noyaux interphasiques, ou alors l'hybridation se fait avec une séquence dans un tissu, c'est-à-dire dans une coupe histologique. Donc, l'hybridation in situ repose sur l'hybridation, l'appariement d'une séquence tissulaire contenue dans une coupe histologique avec une séquence synthétique qu'on appelle la sonde. Le principe de cette technique consiste donc à hybrider ou apparier sur une coupe tissulaire une séquence spécifique d'acides nucléiques ADN ou ARN cible et une séquence complémentaire d'acides nucléiques marqués qu'on aura marqué comme les anticorps et qu'on appelle sonde. Donc la séquence d'acides nucléiques synthétiques qu'on aura préparée, ça s'appelle une sonde. Voilà, donc on la diffère de la séquence tissulaire.
Et ceci, donc, cet appariement, cette hybridation, c'est pour réaliser une molécule, rétablir une molécule double brin stable et pour pouvoir la visualiser et voir quelles sont les cellules qui expriment un transcrit, par exemple, un acide nucléique donné. Alors, quel est l'intérêt majeur de l'hybridation in situ? L'intérêt ou l'avantage majeur, c'est qu'elle s'effectue sur une coupe histologique comme l'immunohistochimie, donc ça va me permettre de localiser un acide nucléique à l'endroit dans la cellule où il est produit, pas comme, pas comme les, pas comme les broyats tissulaires. Les broyats tissulaires, ça me donne que le transcrit est présent, ou que l'acide nucléique est présent ou pas présent, et peut-être à quelle concentration, mais il ne me donne pas une idée sur la localisation in situ de l'acide nucléique. Donc, l'intérêt de l'hybridation in situ, c'est qu'elle s'effectue sur une coupe histologique. Donc, j'ai des informations précises sur la localisation des acides nucléiques étudiés, contrairement aux Southern et Northern blot qui se font sur des broyats tissulaires. Alors, donc, l'hybridation in situ permet de détecter, comme l'immunohistochimie, ce qu'on détecte en immunohistochimie des composés chimiques. Là, l'hybridation in situ, elle va permettre aussi de détecter et de localiser in situ dans des cellules ou des tissus. Et cette fois-ci, ça sera la détection de séquences d'acides nucléiques connus, ADN ou ARN, contrairement à l'immunohistochimie qui me détecte carrément un composé chimique qui peut être une amine, une protéine, un peptide, etc. Alors que là, on ne détecte que les acides nucléiques. Bien sûr, par exemple, pour l'insuline, c'est une protéine, je peux détecter l'insuline par immunohistochimie, comme je peux détecter le matériel génétique qui compte pour l'insuline, parce que c'est une protéine. D'accord? Une enzyme, la même chose. Je peux détecter son ADN, son ARN messager. Mais si, par exemple, pour la sérotonine ou le GABA, qui, sont, qui ne sont pas peptidiques, eh bien là, on ne peut pas, ils n'ont pas de transcrit. Parce qu'ils ne sont pas, ils ne proviennent pas d'une traduction. D'accord? Donc, on ne peut détecter que les composés chimiques eux-mêmes, ou je peux détecter leurs enzymes de synthèse. Alors, lorsque je détecte l'enzyme de synthèse, c'est comme si je détectais le composé lui-même, la molécule elle-même. Et l'enzyme de synthèse, oui, je peux détecter par hybridation in situ son ADN ou son ARN, parce qu'elle est issue d'une transcription et d'une traduction, transcription génique. Alors, quelle est bien sûr généralement l'hybridation qu'on utilise, qu'utilisent les neurobiologistes pour étudier toutes les régulations neurobiologiques? Eh bien, on a recours souvent à détecter les ARN messagers. Les ARN messagers, on les trouve où? On a dit, on les trouve dans le cytoplasme. Ils sont transcrits, ils s'expriment, ils quittent le noyau, ils sont dans le cytoplasme. Alors, pour détecter ces transcrits, ces ARN messagers, quel est le principe donc, de la technique? Donc, j'ai un ARN messager donné contenu dans un neurone, dans une cellule. Pour détecter cet ARN messager que je soupçonne présent dans la cellule, eh bien, il suffit que je fabrique au préalable la séquence complémentaire, une séquence ADN complémentaire, et que j'aurai marqué avec un marqueur qui me permet de repérer cette sonde. Donc, lorsque j'applique cette solution de sonde sur ma coupe de tissu qui contient ces neurones et dont les neurones contiennent le transcrit, j'aurai en principe l'appariement et la fixation de la sonde sur l'ARN messager tissulaire, cellulaire. Donc, j'aurai la formation d'un hybride ADN-ARN stable, hybride ADN-ARN messager. Donc, un ARN messager est reconnu spécifiquement à l'intérieur d'une cellule par l'ADN complémentaire correspondant auquel est fixé un marqueur, comme je viens de vous le décrire, est fixé un marqueur identifiable au microscope, sous microscope. Donc, si la sonde retrouve la séquence complémentaire, la séquence cible, eh bien, il va y avoir des appariements et j'aurai la formation d'un couple, d'un hybride ADN-ARN messager. Quelles sont les applications de la technique d'hybridation in situ? Alors, une des applications, c'est pour la recherche de virus, en analysant tout simplement les génomes viraux ADN ou ARN. La seconde application, c'est la mise en évidence d'un gène, donc la présence de ce gène soit dans le noyau interphasique ou durant la mitose. Donc ça permet de localiser finement le gène au niveau des chromosomes. Et c'est une procédure qui a permis justement, donc, lorsqu'on localise un gène, parfois on s'est rendu compte qu'on peut avoir des altérations géniques
grâce à cette détection, par exemple, on a pu mettre en évidence des aberrations chromosomiques, donc des chromosomes, des gènes qui ne sont plus à leur place, ou alors des gènes qui n'existent plus, qui sont délétés, ce qu'on appelle la mise en évidence de délétion. Donc, c'est une application qui permet justement, qui a permis la recherche d'altération sur un gène. La troisième application, et qui est d'une grande utilité pour, comme je vous l'ai dit, euh, utile pour étudier tous les phénomènes d'expression génique, donc pour voir comment est régulé un gène, comment est régulé un ARN messager dans différentes circonstances pathologiques, physiologiques, expérimentales, etc. Eh bien, on a recours à mettre en évidence l'ARN messager. Donc, la mise en évidence d'ARN messager donné pour l'étude du phénomène d'expression génique, et ceci à l'échelon histologique, Donc, ça a été appliqué à l'analyse, par exemple, des systèmes endocriniens, donc ça, l'étude des, 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 des- des transcrits de différentes hormones dans différentes conditions, l'analyse également des systèmes nerveux, par exemple, analyser ou détecter les précurseurs d'hormones et de neuropeptides, des récepteurs d'hormones ou de neurotransmetteurs, détecter les transcrits d'enzymes de biosynthèse des monoamines. Et j'ai dit, euh, on ne détecte pas le transcrit de la monoamine. La sérotonine, la dopamine, l'adrénaline, non, ils n'ont pas de transcrit. Leurs enzymes de biosynthèse, oui. Je peux détecter l'ARN messager de leurs enzymes de biosynthèse. Je peux détecter le transcrit de facteurs de croissance, qui sont des facteurs protéiques. Et bien sûr, je peux analyser ces transcrits dans différentes circonstances, par exemple des circonstances physiologiques, des circonstances expérimentales en faisant varier les facteurs de l'environnement, ou encore dans des circonstances pathologiques, voir comment un transcrit fluctue d'une situation normale à une situation pathologique donnée. Donc, bref, ça nous permet, cette application permet de cerner ce qu'on appelle les adaptations géniques aux facteurs de l'environnement. Alors maintenant, sur le plan technique, donc une hybridation ici, c'est quoi? C'est une sonde, il faut préparer une sonde marquée, il faut préparer le tissu, préparer des coupes de tissu et mettre au contact la sonde et le tissu qui contient une séquence nucléique qui m'intéresse. Donc, il faut préparer les sondes. Je commence par la sonde. Donc, en fait, on peut avoir recours à deux types de sondes. Il y a ce qu'on appelle les sondes ARN et les sondes ADN. Les sondes ADN, en fait, sur le plan structurel, c'est des sondes qui sont très longues, c'est-à-dire qui contiennent des centaines de milliers de nucléotides. Alors, pour leur synthèse, on a recours à la technique des plasmides, donc on les fait synthétiser à partir de plasmides par transcription in vitro, ce qui est quand même lourd en biologie moléculaire. C'est des sondes euh, euh, qui sont sensibles, mais qui ne sont pas très spécifiques, qui sont moins spécifiques que les sondes ADN. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les sondes ARN, c'est des sondes qui sont très longues, d'accord? C'est des séquences très très longues. Et euh, lorsque je mets pour hybridation la sonde ARN et la séquence cible du tissu, je peux avoir, étant donné que la séquence est très très longue, je peux avoir des endroits où il y a des appariements et des endroits où il y a des mésappariements. Donc je peux là, euh, ça entrave un peu la spécificité de l'hybridation. Donc, ils sont moins spécifiques, mais ils sont très sensibles, c'est-à-dire on utilise des concentrations très très faibles de sondes ARN. Alors, à côté de ces sondes ARN, il y a les sondes ADN. Alors, sondes ADN, c'est ce qu'on utilise très usuellement. C'est de petites séquences, c'est des sondes assez courtes, ce qu'on appelle les oligodésoxynucléotides, c'est-à-dire ils ne contiennent que quelques dizaines de nucléotides, sont petits, et du coup, on peut les synthétiser par des machines, ce qu'on appelle un synthétiseur automatique, un appareil. Il suffit de lui donner la séquence qu'on veut, la séquence des acides nucléiques, des nucléotides qu'on veut, et puis il va me synthétiser automatiquement la sonde, donc la séquence que je veux utiliser. Alors, celles-là, puisqu'elles sont très courtes, donc lorsque l'appariement il se fait carrément un très grand pourcentage, donc ils sont beaucoup plus spécifiques, mais ils sont moins sensibles. Là, bien sûr, question de concentration. Alors voilà, donc j'ai la sonde, je prépare la sonde. Après, cette sonde, on a dit, il faut la marquer.
Il faut que la sonde soit marquée pour que lorsque l'hybride se forme, j'aurai un hybride marqué comme la réaction antigène-anticorps. C'est exactement la même chose. Donc, il faut utiliser des marqueurs. Alors, qu'est-ce on peut utiliser comme type de marquage de sonde? Alors, là, on utilise on a plus de possibilités. Bien sûr, il y a les possibilités que vous connaissez déjà. On a parlé des produits fluorescents, donc on peut utiliser encore, on peut accrocher à la sonde un marqueur fluorescent, donc, et pour bien sûr révéler, observer les hybrides sur une coupe, il suffit d'utiliser un microscope à fluorescence. Je peux utiliser des marqueurs froids type biotine, dont on a déjà parlé. On accroche la biotine comme on l'accroche à l'anticorps, et après je vais utiliser le kit ABC, avidine biotine. Je peux utiliser des aptènes comme la digoxygénine, et là pour la révéler sur la coupe, je peux utiliser des anticorps anti-digoxygénine marqués par une enzyme, ou alors je peux accrocher à la sonde directement une enzyme comme la phosphatase alcaline, et là pour détecter l'enzyme, je peux utiliser son chromogène spécifique ou des anticorps spécifiques. Il y a un autre type de marquage qu'on utilise pour l'hybridation in situ, pour marquer les sondes, c'est le marquage avec ce qu'on appelle des isotopes radioactifs. Euh, c'est des particules qui sont capables d'émettre un rayonnement. Alors, comme par exemple le tritium, le H3, le soufre S35 ou le phosphore P32. Alors, pour détecter une radioactivité incorporée dans une coupe de tissu, la technique que je vais utiliser, c'est ce qu'on appelle la technique d'autoradiographie. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser un marquage chaud? Alors, parce que pour diminuer, on fait le marquage froid. C'est une technique qui permet de détecter, on a dit, des composés chimiques. Et on peut même faire une quantification relative en faisant un comptage des cellules marquées par une histochimie. Pour l'hybridation in situ, on utilise le marquage radioactif surtout pour la quantification, pour quantifier un transcrit, un acide nucléique contenu dans une coupe de tissu. Et c'est très important, comme je vous l'ai dit, pour étudier les régulations, c'est-à-dire dans quel sens bouge un transcrit, un acide nucléique dans différentes circonstances physiologiques, expérimentales ou encore pathologiques. Donc, étudier justement ces phénomènes d'expression génique, comment varie l'expression génique dans différentes circonstances. Donc, souvent, on a recours justement à un marquage avec avec un isotope radioactif. Et donc, la révélation, la détection par la technique d'autoradiographie. Alors, voilà ici un exemple de marquage d'un acide nucléique, d'un ADN, donc d'une sonde d'ADN d'un oligonucléotide de synthèse. Donc, j'ai ma séquence d'ADN simple brun. Pour la marquer, je vais utiliser un nucléotide marqué, un DATP marqué au soufre 35, donc l'adénosine triphosphate. Donc, cette séquence cet ADN simple en présence de ce nucléotide marqué, en présence d'une enzyme terminale désoxynucléotidyltransférase et d'un cofacteur de cobalt, eh bien, je peux accrocher à cette séquence ADN au niveau de la queue, d'extrémité 3' terminale, cette adénosine, donc sous la forme adénosine monophosphate, le phosphate qui est radioactif en position alpha, et libération des deux autres phosphates bêta-gamma non marqués. Donc là, c'est ce qu'on appelle un marquage radioactif par tailing, c'est-à-dire on va accrocher à la queue, le tailing, le tail c'est la queue, on va accrocher à la extrémité 3' un nucléotide marqué radioactif. Bien sûr, pour les sondes ADN, donc pour les sondes ADN, je vais utiliser le DATP. Pour les sondes ADN, je vais utiliser pour les sondes ADN, je vais utiliser le DATP, l'alpha DATP, alors que pour les sondes ARN, on utilise les nucléotides UTP alpha. Et les radioéléments généralement utilisés, comme je viens de vous le dire, soit le P32, soit le soufre 35. Il s'agit donc d'un exemple de marquage de sonde par un isotope radioactif, marquage par tailing. Alors, j'ai parlé de différents paramètres. Donc, on a parlé de sonde ARN, de sonde ADN, de marquage radioactif, de marquage froid. Alors, quel est l'avantage
les principaux avantages et inconvénients des différentes techniques d'hybridation in situ. Alors, bien sûr, pour l'hybridation in situ, il faut avoir fabriqué une sonde, soit une sonde ARN qu'on appelle une ribosonde, soit une sonde ADN, on parle d'oligonucléotides. Alors, ces sondes, soit on va les marquer par un marqueur froid, radioactif, un isotope radioactif, soit par un marqueur froid. On a vu les différents types de marquage. Alors, regardez, voilà, ça, c'est un exemple d'une coupe de tissu qui a été marquée, donc, sur laquelle on a effectué une hybridation in situ. Donc, on a appliqué une sonde radioactive, une sonde ADN radioactive, marquée avec un isotope radioactif. Regardez le marquage, il apparaît sous forme d'une concentration de grains noirs sous microscope. Là, c'est donc une vue au microscope en lumière normale. Et ici, on a inversé la polarité du microscope. Ce qui est noir devient blanc et ce qui est blanc devient noir. Et vous voyez encore, on a la concentration de grains dans la cellule. Ça, c'est le genre, donc c'est l'hybridation avec une sonde radioactive. Voilà le résultat sous microscope. C'est une accumulation de grains noirs, de grains dans la cellule. Alors que pour le marquage froid, là, par exemple, on a fait une hybridation en utilisant une sonde marquée avec un marqueur froid. Alors, si on analyse de près ces marquages, là, regardez, on voit des grains qui se concentrent dans la cellule. Ces grains, on peut les compter, on peut les quantifier grâce à des analyseurs d'images sous microscope, reliés bien sûr sur ordinateur, on peut quantifier ces grains. Donc, on peut étudier on peut faire une étude densitométrique, c'est-à-dire la densité de grains, pour apprécier la quantité d'acide nucléique qui est exprimée dans le tissu. Donc ça, puisque je peux faire une quantification, marquage radioactif, donc on peut dire que la densitométrie est possible et donc la quantification est possible. Là, c'est un avantage. Donc là où il y a plus, c'est un avantage. Là où il y a moins, c'est un inconvénient. Par contre, est-ce qu'on voit la morphologie du neurone, de la cellule? Non, on ne voit pas. On a une accumulation de grains sur une cellule, mais on ne voit pas vraiment la forme, la morphologie du neurone. Donc on ne peut pas faire une étude morphométrique. Donc, il est difficile de voir la morphologie, donc de faire une étude morphométrique du marquage. Par contre, lorsque j'utilise un marqueur froid, vous voyez que c'est, par exemple, l'enzyme peroxydase, j'ai un précipité qui se concentre dans la cellule. Là, c'est des neurones. Vous voyez, donc là, ce qui est clair, tout ce qui est clair, c'est le noyau de la cellule. Et vous voyez que le transcrit, que l'acide nucléique qui se concentre dans le noyau. Et on voit très bien, là par contre, on voit, donc j'ai l'accumulation de l'acide nucléique dans le cytoplasme, avec le marquage froid, mais je vois aussi la forme de la cellule. Donc là, je peux faire une analyse morphométrique, donc la morphométrie possible. Par contre, là, je ne peux pas quantifier ce précipité qui est concentré dans la cellule. Donc il est difficile. Par contre, je peux juste faire une quantification relative du nombre de cellules marquées par hybridation in situ. Donc, densitométrie difficile dans ce cas, pas de quantification euh, euh, possible, donc quantification très difficile. On peut faire, comme je vous l'ai dit, quantification relative. Par contre, la morphologie, je peux l'étudier, donc une morphométrie possible. Alors, comme pour l'immunohistochimie, on rappelle les principales techniques de l'hybridation in situ, donc sur le plan technique, protocole. Comme pour l'immunohistochimie, donc c'est à peu près la même chose. Je réalise la préparation histologique du tissu, donc je prélève le tissu, je le fixe, je réalise mes coupes au cryostat de l'ordre de 10 microns. Ces coupes, je peux même les conserver à moins 80 et je les sors au moment où je veux faire mon hybridation. De l'autre côté, je prépare ma sonde marquée. Donc, je fais synthétiser ma séquence ADN par le synthétiseur. Je marque la sonde, par exemple la sonde radioactive ou par un marqueur froid. Ensuite, je fais ce qu'on appelle la pré-hybridation. Avant d'hybrider, de mettre au contact la coupe avec la sonde marquée, je vais faire ce qu'on appelle une pré-hybridation. Alors la pré-hybridation, comme le pré-traitement dont j'ai parlé pour l'immunohistochimie, la pré-hybridation, elle a pour rôle de perméabiliser les coupes pour rendre l'ARN messager accessible à la sonde. Donc c'est pour que l'ARN, c'est pour que la sonde que je vais utiliser par la suite pénètre plus en profondeur dans la coupe. Donc, je vais perméabiliser les coupes pour rendre l'ARN messager accessible à la sonde. Et je peux aussi utiliser des composés pour saturer les sites de fixation non spécifiques. Donc, je pré-hybride
les coupes, avec bien sûr en utilisant des sauces bien déterminées. Je ne vais pas vous encombrer par ça. C'est juste à titre indicatif, je le mets ici. Donc, sachez on fait la pré-hybridation pour perméabiliser les coupes et pour rendre l'ARN messager accessible à la sonde. Ensuite, par la suite, je vais réaliser l'hybridation des coupes avec la sonde marquée. Donc, la sonde que j'ai déjà marquée, par exemple une sonde ADN, je vais la mettre au contact de la coupe de tissu qui peut contenir l'ARN messager complémentaire cellulaire. Je laisse hybrider pendant une nuit, par exemple. Je viens le lendemain, je rince l'excès de la sonde qui n'a pas été fixé sur la coupe de tissu et je vais réaliser ce qu'on appelle voilà, donc la post-hybridation, c'est le rinçage de tout ce qui n'a pas été fixé. Après, je fais une déshydratation des coupes et je vais détecter, ça y est, maintenant la coupe, elle est prête pour que j'observe est-ce qu'il y a des hybrides, des complexes ADN, ARN messager tissu cellulaire. Donc, je vais détecter les hybrides formés, les couples ADN, ARN formés. Alors, je peux bien sûr procéder de deux façons. Si j'ai utilisé un marqueur froid, je vais détecter le signal froid, par exemple par immunohistochimie, ou si j'ai utilisé un marqueur fluorescent par fluorescence. Par contre, lorsque j'utilise un marqueur radioactif, je vais détecter le signal radioactif par une autre technique qu'on appelle l'autoradiographie. Alors, deux façons de procéder. Il y a la macro-autoradiographie, c'est-à-dire que là, bien sûr, les coupes, ils incorporent une radioactivité. Cette coupe, je vais la récupérer sur un film photo, ce qu'on appelle, donc on va mettre les coupes au contact de films photo, des films photos comme les pellicules photo que vous connaissez, des films dits rayons X, d'accord? C'est-à-dire des films qui peuvent être impressionnés, qui vont réagir au rayonnement, à la radioactivité incorporée dans la coupe de tissu. Ou alors, je peux utiliser ce qu'on appelle la micro-radiographie, et là, je vais détecter la radioactivité directement sur la coupe du tissu en se servant de ce qu'on appelle une émission photo, une émission nucléaire K5. Je vais revenir de plus près sur cette technique d'autoradiographie. Alors, donc, la macro-autoradiographie, d'une part, et la micro-autoradiographie, d'autre part. Alors, la macro-autoradiographie, comme je vous l'ai dit, c'est une macro-autographie qui se réalise sur film photo. Comment on procède? Donc, j'ai mes coupes qui sont sur des lames. C'est des coupes que j'ai déjà hybridées. Donc, j'ai ma coupe ici hybridée. Et je vais voir sur ces coupes, j'ai les hybrides ARN messager ADN marqués que j'ai appliqués sur la coupe. Donc, est-ce que j'ai les hybrides? Alors, pour cela, je vais m'enfermer dans le noir et je vais utiliser pour détecter bien sûr les hybrides, il faut détecter la radioactivité qui se dégage de ces coupes. Alors, pour détecter cette radioactivité, eh bien, je vais la détecter en me servant de plaques de film qu'on achète chez Kodak, donc des plaques de film. Alors, vous savez qu'un film, il est sensible à la lumière. Il ne faut pas qu'il soit au contact de la lumière du jour. Il faut le manipuler dans l'obscurité. Donc, je m'enferme dans l'obscurité. Je sors ma plaque de film. Je vais la mettre au contact de ces lames. Et après, je laisse donc le contact se faire pendant un certain temps. Alors, comment je vais procéder? Je vais me servir de ce qu'on appelle des cassettes pour macro-autoradiographie. Donc, une cassette, c'est une espèce de boîte ou de registre, comme une chemise, comme un cahier que j'ouvre dans l'obscurité. Je dispose les lames dans la cassette, je couvre avec le film, je ferme la cassette et je laisse à l'obscurité pendant plusieurs jours. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps? Pendant ce temps, il faut savoir que le film, d'abord, c'est quoi? Le film, bon, c'est un film, photo, vous savez ce que c'est qu'un film photo, qui est couvert d'une fine couche qui est couvert ce qu'on appelle une émulsion. C'est quoi? C'est des grains d'argent. Donc, il est couvert d'une fine couche de grains d'argent. Ces grains d'argent qui, normalement, à l'obscurité, sont noirs, lorsqu'ils touchent la lumière, ils vont noircir et se déposer. Donc, ça donne au contact de la lumière des grains noirs. Donc,
pendant le temps d'exposition, donc pendant les quelques jours de contact entre le film et la lame. Donc là, dans la lame, dans la coupe, là où il y a un rayonnement, donc le rayonnement va être émis, il va sortir dans tous les sens de la lame, il va venir taper en particulier sur le film. Le film, il contient des grains d'argent blanc. Là où le contact, le rayonnement touche les grains, il va noircir. Et en noircissant, il va se déposer sur le film. Au bout de quelques jours, je vais, donc là, bien sûr, la cassette, je peux même la sortir. Après, je vais m'enfermer dans le noir au bout de quelques jours. Je vais m'enfermer dans le noir. Je vais après révéler euh, ce film, donc un film photo, je vais le révéler comme ce que fait le photographe. Je vais passer la plaque de film, je vais prendre la plaque de film, je la passe dans un révélateur photo, puis dans un fixateur pour fixer les grains qui ont été impressionnés par le rayonnement des hybrides. Et après, je lave, je rince mon film et je vais l'observer en pleine lumière sans aucun problème. Voilà le genre de réaction qu'on peut voir sur le film. Alors, vous devinez, voyez plusieurs coupes qui se répètent sur le film. Alors, pourquoi ils se répètent? Parce qu'en fait, sur une coupe de tissu, on n'utilise pas une seule coupe, et on utilise généralement trois coupes. On accroche, on colle sur la coupe trois coupes. C'est pour ça que vous voyez les trois coupes qui se répètent d'une lame à l'autre. En fait, là, c'est des lames qu'on a accrochées dans la cassette, et sur la lame, il y avait le film. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a scanné la radioactivité qui est contenue dans les coupes sur le film. Donc, c'est pour ça que vous voyez l'allure, vous devinez même l'allure de la coupe. C'est des coupes de cerveau de rein, d'accord? C'est des coupes serrées d'avant, des bulbes olfactifs, jusqu'à l'arrière, jusqu'au mésencéphale, en passant par le diencéphale. Alors, qu'est-ce que vous constatez sur ce film? Vous voyez des densités de noir. Vous devinez l'allure des coupes. Vous pouvez même deviner les régions et les structures dans la coupe. Alors là, par exemple, vous voyez une forte concentration de grains d'argent noir. D'accord? Ça veut dire que il y a eu un fort rayonnement qui a impressionné les grains du film, et ça a donné un dépôt ici. Donc, ça veut dire que j'ai un dépôt. Je peux même dire que j'ai un signal d'hybridation in situ dans la région du septum. Derrière, je vois aussi, vous voyez ici deux ailes comme d'espèces d'yeux. Et là, vous devez deviner parce que vous avez eu un cours d'anatomie. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'hippocampe. Donc, vous voyez qu'on a aussi un signal d'hybridation dans l'hippocampe tout au long des coupes diencéphaliques. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux tirer comme information à partir du film d'autoradiographie? Eh bien, je peux dire que les transcrits, que les hybrides, ils se concentrent par exemple dans le, dans l'hippocampe, ça se concentre dans le septum, ça se concentre d'une manière moindre dans le cortex cérébral qui est à l'extérieur. Vous voyez, il y en a même un signal dans le cortex cérébral. Donc, sur le film, et macroscopiquement, c'est-à-dire à vue d'œil. Là, le film, je vais l'utiliser macroscopiquement. Je n'ai pas besoin de microscope. Donc, je vais pouvoir identifier les régions à peu près qui contiennent le signal. Donc, je peux faire, grâce au film, je peux faire une analyse régionale, c'est-à-dire voir où s'accumulent les grains d'argent dans les régions cérébrales. Alors, vous avez un film ici, en fait c'est un contrôle pour celui-là. Là, c'est des coupes qui sont issues d'un animal, donc c'est un témoin en fait, issu d'un animal qui a été invalidé pour le gène qui contient cet acide nucléique. Donc il n'a pas ce gène qui exprime cet ADN, ce qu'on appelle des animaux KO, c'est-à-dire des animaux knockout. knockout. Donc ils n'ont pas le gène, et vous voyez en faisant l'hybridation in situ, on n'a pas retrouvé les hybrides chez eux. Par contre, ceux qui ont été normalement traités sans aucune modification génétique, vous voyez, ils expriment bien l'acide nucléique d'intérêt. Donc, on peut tirer du film qu'on a bien un signal d'hybridation in situ qui apparaît sur forme de densité de noir. On parle même, ce film, on va l'appeler autoradiogramme. Alors, un autre exemple que vous verrez en TP, alors la macrotographie, toujours sur fil photo. Là, on a utilisé une sonde, là
juste pour vous, puisque je veux me limiter à un exemple en relation avec un transcrit d'une molécule que vous allez voir sur le plan fonctionnel et au niveau des adaptations neurobiologiques, c'est la molécule, c'est la pro-opiomélocortine ou POMC. Donc là, on a localisé dans le cerveau le transcrit, l'ARN messager qui code pour cette POMC. Alors là, j'ai un bout de film qui concentre sur lequel on a, si on veut scanner, on a recueilli le signal d'hybridation ici, in situ issu de coupes de cerveau qui ont été hybridées avec un ADN qui reconnaît l'ARN messager de la POMC. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Ici, j'ai une lame, une troisième lame. J'ai deux coupes, deux coupes, deux coupes. Qu'est-ce que vous devinez la forme toujours de la coupe du cerveau de rat? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez un signal? Je crois que tout le monde peut voir un signal noir, une densité de gris, une densité de noir qui apparaît où? Qui apparaît basal, ici basal dans le cerveau. Et maintenant, vous connaissez un petit peu la structure de l'hypothalamus, la partie tout à fait basale. Ici, vous avez le troisième ventricule au milieu. Alors, vous devinez que le signal d'hybridation in situ, il apparaît partout dans l'hypothalamus basal euh, du cerveau. Donc, qu'est-ce que je peux tirer de cet autoradiogramme? Eh bien, j'ai bien un signal d'hybridation in situ qui apparaît sous forme de densité de noir. Qu'il y a bien, puisqu'il y a une densité, qu'il y a un signal, ça veut dire que j'ai bien des hybrides ADN, ARN, messager POMC. Et que la troisième information que je peux tirer, c'est que la région qui concentre l'ARN messager, c'est la structure qui est tout à fait basale dans l'hypothalamus. Voyez, à la limite, c'est le noyau arché de l'hypothalamus. Donc là, on peut faire ce qu'on appelle une analyse régionale, c'est-à-dire toujours voir où s'accumulent les grains d'argent, le signal chaud dans les régions cérébrales. Voilà donc pour la macro-autoradiographie. Donc la macro-autoradiographie, après hybridation, on a réalisé une espèce de scan sur un fil photo pour voir ce signal où il apparaît, s'il y a un signal et où il se concentre dans la coupe de tissu. Et on peut même, bien sûr, ces films, on peut les scanner sur ordinateur et quantifier cette densité de gris, par exemple, dans différentes circonstances expérimentales chez l'animal. Alors, la microtomographie, c'est comme l'immunocytochimie, c'est-à-dire là, je vais détecter la radioactivité dans la coupe elle-même, pas sur fil, mais sur la coupe de tissu elle-même. Donc, je vais faire apparaître le rayonnement sous forme de grains noirs sur la coupe de tissu. Alors, voici les étapes de cette micro-radiographie. Alors, pourquoi la micro? Parce qu'après, j'aurai un signal que je vais analyser sous microscope optique, alors que tout à l'heure, sur les films, je peux le voir à l'œil nu. Alors, la première étape, j'ai ma coupe de tissu pardon, qui est collée à une lame. Je vais recouvrir cette coupe d'une solution qui est en fait une émulsion photographique à base de sel d'argent. Donc, les sels d'argent qui couvraient le film, qui était sec sur le film, maintenant je vais utiliser une suspension liquide d'une solution de grains d'argent qui apparaissent qui se présente comme une pâte blanche comme la chaux que vous connaissez. Donc, j'ai une solution blanche avec laquelle je vais couvrir mes lames à l'obscurité. Vous voyez bien, il faut préparer l'émulsion, la solution d'émulsion à l'obscurité pour qu'elle ne noircisse pas au contact de la lumière du jour. Après, je vais traiter mes lames avec une petite quantité de cette émulsion. Je laisse mes coupes sécher et après, dans l'obscurité toujours, je vais les stocker dans des boîtes. Donc, les coupes qui ont été émulsionnées avec la solution de grains d'argent vont être maintenues à l'obscurité dans des boîtes pendant un séjour pouvant durer plusieurs semaines. Donc, je laisse. Pourquoi on les laisse ce qu'on appelle le temps d'exposition? Le temps qu'il faut pour que le rayonnement incorporé dans les hybrides vienne impressionner, faire noircir, oxyder les grains d'argent noir et blanc qui couvrent la coupe. Alors, pendant donc ce temps d'exposition, qu'est-ce qui va se passer? Là où il y a un rayonnement sur la coupe, eh bien, le rayonnement va être émis, il va sortir de la coupe dans tous les sens et il va venir taper en particulier sur l'émulsion, sur la solution de grains d'argent qui couvre, la coupe de tissu. Alors, bien sûr, ce rayonnement va venir précipiter les grains d'argent qui étaient blancs, ils vont s'oxyder, devenir noirs et précipiter à l'endroit où ils ont été, à partir desquels ils ont été
à l'endroit où ils ont subi le rayonnement, à partir duquel ils ont subi le rayonnement sur la coupe. Alors donc, la troisième étape, les isotopes radioactifs présents ici ou là dans les cellules, les isotopes, donc, ils vont émettre le rayonnement. En traversant l'émission photographique, ces rayons précipitent l'argent, ils vont faire précipiter l'argent sous forme de grains noirs. J'aurai un dépôt de grains noirs sur sur ma coupe de tissu. Et à la fin donc de leur séjour dans la boîte, je vais sortir, je vais encore m'enfermer dans le noir. Je vais révéler mes coupes, c'est-à-dire les traiter avec une solution de révélateur, puis de fixateur, exactement comme la révélation du film. Je dis que le film, il est aussi révélé par le révélateur et par le fixateur. Donc le révélateur pour dissoudre tous les grains qui n'ont pas été précipités et ensuite fixer les grains qui se sont oxydés et qui ont noirci. Voilà. Donc à la fin de leur séjour dans l'obscurité, les coupes sont révélées, puis fixées, d'accord? Et après, je peux sortir avec mes coupes à la lumière et je vais les déshydrater, les monter et les observer au microscope. Voilà le genre de réaction que vous allez voir, que je vous ai déjà montré. Donc sur la lame, sur la coupe histologique sous microscope, j'aurai une accumulation de grains noirs. Donc ici sur fond blanc et ici, en changeant la polarité, les grains vont apparaître blancs. Et je vous ai dit, l'intérêt de cette technique, c'est que je peux quantifier ces grains. Donc quantification possible. Alors là, je peux même colorer rapidement les lames. Je peux passer les lames sous un colorant, un bleu de méthylène par exemple, rapidement pour voir si les grains portent bien sur les cellules. Effectivement, vous voyez, j'ai une accumulation de grains sur les cellules que j'aurais coloré légèrement juste pour voir si ça porte sur les cellules. Donc là, les marquages cellulaires chauds utilisent des sondes radioactives et j'ai une accumulation de grains d'argent noir dans les cellules. Donc là, bien sûr, puisque l'ARN messager, il est dans le cytoplasme. Alors, je vous ai montré ce que c'est qu'un marquage cellulaire froid. Donc, lorsque j'utilise une sonde froide, j'ai une accumulation d'un précipité coloré dans la cellule. Et là aussi, l'ARN messager, il est cytoplasmique. Donc, voilà pour cette macro et micro radiotographie. Et voyez bien donc que la macro et la micro-radiographie permettent de quantifier un signal d'hybridation in situ et donc de voir dans quel sens varie un transcrit dans différentes circonstances physiologiques, environnementales, etc. Choses sur lesquelles donc, on va revenir dans les concepts d'adaptation et pour lesquels donc, j'aurai beaucoup de données, d'arguments, de données à vous argumenter, à vous démontrer par ces techniques morpho-fonctionnelles.